On en connaît beaucoup, les voyages de Gulliver de Jonathan Swift qui ont permis à des générations entières d'enfants de s'écrier Lilliput, sans pour autant dire un gros mot. Le voyage au centre de la Terre de Jules Verne, grâce à qui l'on sait maintenant qu'il vaut mieux être à 600 000 plutôt qu'à 6 pieds sous terre. Mais aussi les voyages de Désirless qui auraient pu nous inspirer. Cet adage, les coiffures, c'est comme les chansons, ça passe de mode très vite. C'est donc de voyages dont il sera question cette semaine dans la grande librairie. François Bunel reçoit des grands voyageurs comme Sylvain Tesson, un routard qui n'a jamais eu besoin de guide, mais seulement d'une moto, d'un manteau et jamais de mytho pour raconter ses voyages. Alors qu'Ulysse, lui, les mythos, il connaît les mythologies bien sûr, pour ce matelot qui voulait retrouver son logis et dont la romancière Simone Berthière nous livre une biographie romantique, même si, comme chacun le sait, Ulysse, ce n'est pas la Rome antique, mais la Grèce antique. Ce soir donc, dans la grande librairie, des livres sur l'ailleurs, des livres en papier donc, et ça tombe bien car grâce à Peter Volbon et sa vie secrète des arbres, on en saura plus sur nos fournisseurs officiels de pages qui, avant de devenir des livres, étaient faits de branches, de feuilles, de racines et bien sûr d'écorce. Mais non, j'ai dit d'écorce. Allez, bonne émission et surtout, bon voyage. Bonsoir à tous. Si on prenait le large ce soir, allez, on largue les amarres et on taille la route. Cap sur la Chine, sur la Polynésie, cap sur les traces de Rimbaud, si vous voulez bien, sur celles de Gauguin également, ou encore cap sur les Alpes, le sommet du Mont Blanc, sans oublier la profondeur des forêts. Sylvain Tesson est un de ces écrivains voyageurs qui enchantent nos vies sédentaires. Il revient avec, vous allez le voir, une formidable esthétique de la bécane, dans laquelle la fantaisie côtoie l'imprévu. Il est également le héros du récit de Ludovic Escande. Ludovic Escande est un éditeur parisien assez peu préposé aux aventures extraordinaires, lui qui a le vertige, mais qui entreprend l'ascension du Mont Blanc. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, dit le poème. Eh bien, justement, si nous refaisions ensemble le voyage d'Ulysse, grâce à l'historienne Simone Berthière. Jean-Luc Coatalem, lui, a bourlingué un peu partout, et le voilà lancé sur les pas d'un autre écrivain bourlingueur, Victor Segalen. Et puis, j'accueillerai sur ce plateau un Italien et un Allemand. Paolo Rumiz est un enchanteur qui vous dira absolument tout sur les Alpes et la Méditerranée. Et vous découvrirez pour la première fois en France l'auteur d'un des livres les plus formidables de l'année, La vie secrète des arbres. Il s'agit de Peter Wolleben. Simone Berthière, Jean-Luc Coatalem, donc Sylvain Tesson et Ludovic Escande. Alors on va commencer, évidemment, en se disant qu'après tout, l'écriture, c'est peut-être la prolongation de l'aventure. Des aventures très différentes qui mènent quand même à cette question. Avant l'aventure, il y a le voyage. Nous autres qui vous lisons, qui ne sommes pas aussi aventuriers que vous, on se pose tous cette question. C'est quoi d'ailleurs un voyage réussi ? Sylvain Tesson. J'ai l'impression que c'est un voyage qui donne envie aussitôt revenu de se jeter sur son stylo et de le raconter. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les écrivains de l'imagination qui inventent des personnages et qui ne sont pas obligés d'aller voyager pour réussir à faire des livres. Mais moi, quand j'invente un personnage, il reste assis sur son canapé et puis il ne m'échappe pas du tout, il ne se passe rien. Alors je suis obligé moi-même d'aller voyager pour pouvoir avoir quelque chose à raconter. Ouais. Simone Berthière, vous êtes, on en parlera tout à l'heure, historienne. On imagine l'historienne derrière son fauteuil ou alors en consultant les archives. Vous écrivez sur Ulysse. Est-ce que vous êtes également une grande voyageuse ? Écoutez, alors d'abord, je suis pas vraiment une historienne, j'ai été une littéraire. J'ai enseigné la littérature toute ma vie et j'aime la langue française et je me suis découvert le plaisir d'écrire sur le tard, autre chose que des cours polycopiés. Voilà. Vous avez écrit des grandes biographies, oui. Notamment celle des reines de France. Pour voyager, vous touchez un point délicat, c'est que j'ai eu un mari et 3 enfants et personne pour les garder. Donc j'ai pas beaucoup voyagé. C'est la faute Sinon, en imagination, des hommes. On a traîné les enfants quand même en Italie, en Espagne, en Angleterre, mais guère plus loin, parce qu'il n'y avait pas moyen de s'en tirer autrement. Heureusement, il y a les livres. Jean-Luc Coatalem, voilà. Un voyage raté. Ça vous est déjà arrivé? Parce que vous avez été journaliste, vous êtes écrivain, vous avez été en Corée du Nord, vous avez été en Polynésie, vous avez passé une partie de votre enfance dans des endroits qui nous sont un peu inaccessibles. Le voyage réussi, on a compris, mais le voyage raté, il y en a... Alors, je ne sais pas si sur le moment, on sait si le voyage est réussi ou raté. J'ai l'impression qu'il faut un petit peu de temps ensuite pour que les choses se fassent et se décantent. Probablement que le voyage raté est plus... générateur formidable d'histoire, parce que c'est la déconvenue qui est un moteur. La réussite, finalement, on la consomme, on la vit et on l'oublie. Mais je pense qu'il y a toujours un petit fond comme ça d'amertume ou un petit fond de quelque chose qui n'est pas abouti,
Et peut-être que la littérature vient à ce moment-là comme un baume ou comme une compensation, ou en tout cas une volonté de rapiécer un peu tout ça. Ah, alors on va voir justement ce que la littérature rapièce. Mais précisément, pour emmener les téléspectateurs avec vous au bout du monde et au bout de la route, restons du côté des mots. En voici quelques-uns des mots que j'aimerais vous entendre commenter. Regardez-les, ils vont s'afficher. Alors c'est vrai, quand on parle du voyage, de l'aventure, un mot revient sous toutes vos plumes, c'est celui-ci, le mot quête. La quête. Mais oui, quelle est-elle, la quête? Qu'est-ce que l'on cherche? Le grand dehors ou alors au contraire l'intimité? Sylvain Tesson. Il me semble que la quête, c'est l'espèce de prétexte et de motif que l'on s'impose une fois rentré. Mais si on était très honnête avec nous-mêmes, il faudrait avouer, enfin il me semble-t-il, que la plupart des voyageurs partent uniquement parce que ça les amuse profondément. Ils ont simplement envie d'aller éprouver une jouissance et parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que se mettre en mouvement. Alors évidemment, après, quand on nous pose des questions et quand il faut convenir qu'on est parti pour des raisons très précises, très sérieuses, très profondes, alors on brandit les mots de quête. Mais soyons honnêtes et disons qu'on est simplement parti parce que, premièrement, on ne pouvait pas faire autrement parce que ça nous démangeait, et puis deuxièmement, parce que ça nous procurait une immense jouissance. Alors là, vous êtes en train de ruiner complètement le fonds de commerce de Jean-Luc Coëtalem, lui qui va chercher justement ces écrivains qui, de Gauguin à Rimbaud jusqu'à Ségalène, sont en quête d'absolu. Oui, ils sont en quête d'ailleurs. Mais vous... et probablement que cet ailleurs, ça serait pour moi à ce moment-là, c'est aussi le désir d'être autre part et aussi d'avoir une autre part. Une autre part de quelque chose qu'on n'aurait pas eu, parce que le sentiment qu'on a en voyageant, c'est effectivement de la simultanéité du monde. Il y a des mondes en même temps qui avancent, qui se font, et le fait d'être dans un seul nous démunit finalement des autres. Alors, s'il y a une quête, ça serait effectivement une quête peut-être d'essayer d'embrasser quelque chose d'autre. Je crois que Michel Onfray, dans son dernier livre, parle de mêmeté du monde. Oui, il y a un sentiment que, il y a des mondes en ce moment qui vivent. Et si on n'en a qu'un, on perd les autres. Simone Berthière, vous rappeliez tout à l'heure que vous étiez une littéraire avant de devenir une biographe. Le mot « quête », pour vous, qu'évoque-t-il? Écoutez, pas grand-chose. Sinon, le dimanche à l'église. Ah bien, le dimanche à l'église. Si ça se fait encore, j'en sais rien, je n'y vais pas souvent. Bon, Sylvain Tesson, dimanche à l'église. Si vous voulez, oui, je vois bien ce que vous vouliez dire. Pour moi, je suis d'accord avec Sylvain Tesson. On part parce qu'on a envie de s'en aller, de s'évader, parce qu'on a la bougeotte. Si je pouvais partir, je peux plus maintenant parce que j'ai du mal à marcher. Mais si je pouvais, ce serait simplement pour aller ailleurs, pour sortir de mon trou, pour découvrir, si possible, des choses nouvelles. Ce que je reproche d'ailleurs au voyage actuel, c'est que maintenant on ne peut plus découvrir rien parce que tout est en images. On vous annonce d'avance tout ce que vous allez voir. Alors j'ai été émerveillée par notre collègue italien qui, lui, a réussi chez lui, dans ses Apennins, à trouver des choses que personne n'avait vues. Et c'est ça la merveille pour moi. Alors, mais ce n'est pas une quête, c'est simplement, on se fait plaisir parce qu'on s'en va. Voilà, c'est tout. On s'en va. Simple. Mais on s'en va où? Tiens, un mot. N'importe où. Bah oui, celui-ci. On s'en va n'importe où. On s'en va ailleurs, non? Au hasard, ailleurs. Alors voilà un mot sur lequel il y a énormément de malentendus. Tiens, j'aimerais entendre l'éditeur là-dessus. Est-ce que vous traquez, en tant qu'éditeur, dans les récits que vous publiez très souvent dans votre très belle collection, ces mots qui parfois, comme disait Sylvain, sont utilisés, mais en fait, c'est pas les vraies raisons. La quête ou alors l'ailleurs. C'est quoi l'ailleurs pour vous? Écoutez, l'ailleurs, c'est sur le plan de la langue, puisque c'est l'éditeur qui parle, c'est cette capacité à vous emmener dans un monde qui appartient à l'auteur et que vous découvrez au moment où vous le lisez. Et c'est cette force de l'imaginaire mis en mots qui a la capacité à créer des images, à vous submerger comme si ce monde existait vraiment, mais qui n'appartient qu'à la puissance des mots de l'auteur. Sylvain Tesson, ailleurs, est-ce que c'est encore un mot bidon comme quête ou alors vous l'aimez mieux? Non, je préfère au mot quête parce que d'abord le mot ailleurs a une inscription dans le réel. Quand vous n'êtes pas là, c'est que vous êtes ailleurs. Et quand vous êtes ailleurs, vous êtes quelque part. Donc il y a une vérité de ce mot. Une vérité que vous pouvez toucher, que vous pouvez sentir, que vous pouvez écouter. C'est un mot qui me
me plaît plus que le mot demain. Ailleurs est un mot plus beau que demain. Moi, je n'ai pas d'espoir. Je m'en fous complètement de savoir ce que je vais faire demain matin. Mon intervalle de projection de moi-même dans le temps n'est pas supérieur à 3 heures. J'espère d'ailleurs que je ne serai plus là dans 3 heures. Je m'en fiche. En revanche, être ailleurs, oui, ça me plaît beaucoup. Je veux demander à la géographie ce que je me fiche que l'histoire ne m'apportera jamais. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que je me sens quelqu'un de profondément enraciné dans le territoire, même si le territoire défile, et même si le territoire est aux antipodes de celui que je connais, beaucoup plus qu'un être enraciné dans le temps, parce que franchement, l'avenir, je m'en fiche complètement. Et puis le présent, il me gratte, il me donne envie de partir. Il vous démange, le présent. Oui, le présent me démange. Le passé, je le considère avec beaucoup de dévotion. Mais enfin voilà, je ne suis pas suffisamment érudit d'ailleurs pour lui porter des dévotions très intéressantes. Mais l'avenir, il m'effraie, c'est un néant. Je ne veux absolument pas entendre parler de ce qui se passera dans des lendemains qui ne chantent pas puisqu'ils n'existent pas. L'ailleurs, oui, ça c'est mon Dieu. Quand on parle de l'aventure, quand on parle du voyage, évidemment, il y a un mot que l'on y associe. Il est omniprésent sous la plume de Sylvain Tesson, c'est celui-ci, liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté d'un mot pour vous, Sylvain? Un mot. C'est l'évasion. Évasion. L'évasion. Sortir de tout. Simone Berthière, liberté en un mot. Bien sûr, l'évasion, naturellement. Allez, évasion, 2 points. Jean-Luc Coatalem. En 3 mots, parce qu'à un moment, Victor Ségalen dit qu'il ne veut pas l'air, il veut le feu. Et je pense que la liberté relève du feu. Ludovic Escande, la liberté. Être en vie. Être en vie. Ouais. Ça, alors que voilà, quand on est en vie, qu'on aime l'ailleurs, qu'on n'aime pas beaucoup le présent, qu'on se méfie du passé, on fait comme Sylvain Tesson, on enfourche une mob, bah oui, une mobilette, une bécane, et on invente une esthétique de la bécane qui est aussi une esthétique de la vie. Voici un livre magnifique signé par Sylvain Tesson avec votre complice, le photographe Thomas Gouasque. Je dis complice car les lecteurs de Sylvain Tesson ont déjà rencontré Gouasque dans vos précédents livres, notamment dans Bérésina. Bérésina, c'était cette traversée de la Russie, souvenez-vous, en moto sur les traces des soldats de Napoléon, c'était formidable. Voilà un voyage raté. C'était raté. Voilà un voyage raté. Oui, mais quel livre était bon en voyage raté. Oui, mais quel livre réussi, non? Ah, les siens, oui. Enfin, vous parlez du mémorial de Sainte-Hélène, bien entendu. En avant, calme et fou, c'est un titre à la Sylvain Tesson, aux éditions Albin Michel. C'est le parfait cadeau pour les fêtes, car c'est l'éloge du grand large en photo. Alors vous allez voir, on y boit cul sec, si possible par moins 30 degrés, sur des routes de préférence non goudronnées, sans casque évidemment, mais avec élégance. Et puis, on philosophe entre 2 photos prises par l'ami Gouasque. S'il fallait, Sylvain Tesson, justement, essayer de comprendre pour quelles raisons vous partez loin, ailleurs, si possible en vous mettant en danger, faudrait-il se tourner vers le mot de mélancolie? Oui, probablement. Vous voyez, dans la quête que vous évoquiez tout à l'heure, il y a peut-être davantage l'idée de fuir quelque chose. Parce qu'on demande toujours à un voyageur où il va et ce qu'il cherche, mais finalement, il faut lui demander peut-être ce qu'il fuit. Et la mélancolie est un très bon moteur, un très bon carburant. On essaye d'échapper à une certaine tristesse, un sentiment de grisaille de sa vie peut-être, une lucidité d'ailleurs sur son incapacité à changer les choses et à se réformer soi-même, une lucidité sur les échecs probablement de son existence, et finalement on va dissoudre tout ça dans le défilement des kilomètres. Moi j'ai énormément je n'ai aucun scrupule et aucun complexe à avouer que je demande au défilement des kilomètres d'essayer de me faire oublier un peu la vanité de mon passage sur la Terre. Oui. Alors, vous allez plus loin encore dans la très belle préface que vous signez, vous dites la mélancolie de n'avoir rien fait. Et vous citez les hussards, les vrais, pas ceux de la République. Vous citez les Grecs qui, au Thermopyle, à 300, se faisaient massacrer pour éviter une guerre. Vous citez ces explorateurs qui, au XIXe siècle, étaient capables, seuls ou presque, d'aller défier les intempéries pour découvrir les sources du Nil. Oui, bien entendu. C'est-à-dire que l'enfance et l'adolescence consistent finalement à aller explorer le musée littéraire. Le musée littéraire et historique de tous les mythes du voyage. L'exploration, les grandes batailles, les grandes conquêtes alpines, par exemple, ou maritimes. Et puis tout d'un coup, vous apercevez que le temps a passé dans vos bibliothèques à lire les livres et à vous imprégner de toute cette mythographie extraordinaire, et que vous n'avez toujours pas rejoint la bande de Robin des Bois dans la forêt de Sherwood, et que le temps a passé. Alors il faut bien faire quelque chose. Et dans ce cas-là, vous montez sur vos motos et vous vous inventez
une vie, une théâtralisation de la vie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'appelle ça une esthétique de la bécane, qui vous permet sur les pistes du monde de vous imaginer. Enfin, c'est-à-dire, en fait, moi j'ai cultivé mon âme d'enfant en la mettant dans de la vodka et dans du schnapps, ce qui a permis finalement de la faire survivre, et en enfourchant des motocyclettes pour m'imaginer vivre des grands mythes dont je sais parfaitement qu'ils sont tout à fait théâtraux. Pourquoi la bécane, pourquoi la mob et le sidecar? Il y a, voilà, je ne sais pas si on peut la voir, cette photo que je trouve magnifique, avec la légende de Sylvain Tesson. Rien ne nous arrêtait, pas même nos freins. Ben parce que symboliquement, moi j'ai une passion pour les lacs gelés et pour le fait de rouler sur les lacs gelés, parce que d'abord il y a quelque chose de profondément éphémère, il y a une impermanence physique. C'est-à-dire que si vous attendez trop longtemps, vous finissez par couler. Il faut s'arrêter au mois d'avril de rouler sur les lacs. Vous avez une profondeur de 1000 mètres sous vos roues. Et vous savez que si jamais il y a un obstacle et que vous freinez, vous continuerez à avancer. Donc il y a quelque chose de très précaire et de très beau dans cette esthétique du lac gelé. Et alors pourquoi la moto? Parce que la moto vous donne les avantages d'une certaine modernité. C'est le moteur à explosion qui vous permet quand même d'avancer sans trop d'efforts. Enfin, chez vous, le moteur explose effectivement assez souvent. La moto dérape, la moto fuit. Oui, voilà, ben c'est parce qu'il y a un archaïsme de ces moteurs, des motos russes, les motos indiennes, les motos biélorusses, les motos ukrainiennes. On s'est beaucoup intéressé, nous, à la mécanique qui ne marche pas. C'est-à-dire que la moto, vous ne savez jamais très bien quand elle va s'allumer, et une fois qu'elle est lancée, vous ne savez pas très bien si elle va s'arrêter. Ce qui lui donne une forme de personnalité assez agréable pour les voyageurs que nous sommes. Ça devient une forme de compagnonnage, la moto. Et le sidecar, alors les Français appellent ça la motocyclette à panier adjacent, ce qui est quand même un peu plus littéraire que le mot horrible de sidecar. Le sidecar est une allégorie de l'amitié, de l'amour même, puisque vous mettez un être cher dans le panier, et puis vous avancez tous les deux, et puis parfois, malheureusement, il y a un incident technique, le panier va d'un côté, la moto de l'autre, chacun finit dans le fossé, mais tout le monde aura des bons souvenirs. Derrière, évidemment, le côté formidablement humoristique de vos aventures, il y a cette gravité, et vous me permettrez d'y revenir, cette envie de rouler sur des lacs gelés, de savoir pertinemment qu'à tout moment on peut verser dans le ravin et qu'on n'en sortira pas avec 2-3 égratignures, mais qu'on va chercher la mort. Pourquoi? Depuis toujours, depuis que vous partez, associez-vous le voyage à cette quête également du plus grand danger? Pardon de me livrer à des explorations psychanalytiques qui n'intéressent personne, mais j'ai l'impression tout de même que, puisqu'on parlait des motifs du voyage, j'ai l'impression que les voyages dans ce qu'on appelle les pratiques extrêmes, employons ce mot un peu rapide, un peu général et un peu vague, a quand même un sens qui va vous apparaître très banal, mais c'est-à-dire que quand on va mettre en danger son existence, on en retire une intensité, une intensification de la vie. Enfin, Oui, mais attendez, pardon. Là, en l'occurrence, on va arrêter de tourner autour du pot, c'est que vous êtes un vrai trompe-la-mort. Non, pas vraiment, parce qu'il y a toujours pire que soi, d'abord. Oui, ça c'est assez rassurant. Oui, non, ça m'intéresse, moi, de vivre, d'aller frôler les choses. Alors voilà, j'aime de temps en temps aller voir le bout du tunnel, ça m'est d'ailleurs arrivé dans ma vie, et puis de revenir en me disant que j'ai pas encore accompli totalement ma part temporelle sur cette terre, et comme je ne demande rien finalement à l'idée d'un au-delà, je veux, moi, avec appétit, essayer de me nourrir de ce que peut m'offrir le voyage. Donc il faut que je l'intensifie, tout ça se tient en fait, c'est pour ça que je vais aller chercher des pratiques de mouvement. Parce que c'est ça aussi, moi, qui me guide. Je suis un amoureux du mouvement. J'aime toutes les expressions du mouvement, que ce soit la chorégraphie, l'action commando, ou bien la défenestration, d'ailleurs. C'est une forme de mouvement. Tout ce qui bouge, tout ce qui fait mouvement, tout ce qui fait route m'intéresse. Même après la défenestration dont vous avez déjà parlé sur ce plateau et qui vous a valu quelques mois de coma, une gueule cassée. C'est un mouvement. Non, mais vraiment ? C'est un mouvement. Oui, bien sûr, mais est-ce que ça, aujourd'hui, remet en cause, en question, justement, pas cette esthétique de la bécane, mais cette volonté d'aller toucher la mort et de la frôler et de lui dire « Attends, je suis pas prêt ». Pas tellement. J'aurais beaucoup aimé, parce que j'avais cru penser qu'il pourrait y avoir une sagesse qu'on retirerait d'une petite adversité physique, mais malheureusement, j'ai l'impression que, finalement, les démons reviennent, ce qui prouve qu'on est guéri, d'ailleurs.
Finalement, la guérison, c'est quand les démons reviennent. C'est les démons qui sont guéris quand il y a une rémission physique. La médecine sert à ça, en fait, à vous réinstaller dans vos mauvais penchants. Et moi, ça a réussi, j'ai l'impression. Alors du coup, étant content d'avoir récupéré mon intégrité physique, je recommence à faire ce qu'il ne fallait pas. Jean-Luc Coatalem, vous pratiquez une autre forme de voyage. Là, on est avec une définition qui est extrême tout de même. Cette proximité du voyage et de la recherche, pas seulement du frisson, mais il le dit très clairement, de la mort. Oui, alors ce qui Comment me vous la frappe voyez? chez Sylvain Tesson, c'est que, comme je l'ai dit jadis, c'est le plus ségalénien d'entre nous. Ce qui me frappe aussi, c'est que c'est aussi un compagnonnage. Il est toujours avec des copains. C'est une aventure partagée, que ce soit cette aventure sur les motos en Asie, au lac Baïkal, ou cette aventure au Mont Blanc. Il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une fratrie comme ça retrouvée. Et en même temps, c'est vrai, chez Sylvain, quelque chose de l'enfance, d'une rêverie voilà, on joue aussi à être quelque chose, des soldats de Napoléon. Oui. Mais attendez, ça ne répond pas du tout à ma question qui était autour de la mort. Vous qui voyagez énormément, est-ce que vous vous retrouvez dans cette façon de concevoir le voyage ? Non, Sylvain prend des risques parfois démesurés. Moi, je ne souhaite pas prendre cela. Simone Berthier, quand vous l'entendez, il se compare très souvent, y compris dans le livre, il y a une phrase extraordinaire, parce que ce galopin est l'auteur d'aphorismes que je trouve parmi les plus beaux de la littérature actuelle. Il y a quelques livres d'aphorismes qu'il faut absolument que vous vous procuriez. Oui, mais ce n'est pas du voyage qu'il est question chez Philippe Tesson. C'est du risque, non, lui, c'est Sylvain, c'est le fils. C'est du défi à la mort. Ça peut se passer aussi bien en grimpant le long d'une maison à Paris qu'au fin fond de l'Asie centrale. Lui donnez pas trop d'idées. Non, mais il en a déjà bien suffisamment. Je ne risque rien. Ouais. Mais je veux dire, on est très loin du voyage. On est là sur le thème du risque et du défi, mettre sa vie en danger, affronter la mort. Bon, et c'est quelque chose qui est lié au voyage souvent parce que le voyage peut servir de terrain d'accomplissement de ce désir, mais pas nécessairement. C'est une autre dimension. Le voyage peut être tout à fait autre chose, c'est-à-dire l'envie de quitter son petit cadre naturel où on est enfermé, et l'envie de découvrir le monde et de découvrir non seulement des lieux, mais des gens. Pour moi, je ne conçois pas le voyage sans découverte des gens, sans contact avec eux, et on n'a pas besoin de se mettre en danger. Mon Ulysse, il est très prudent, vous savez. Oui, on est plus du côté d'Achille. Il prend des quantités de risques, mais ces risques sont toujours calculés. Parce que justement, mon Ulysse, il adore la vie et il n'a pas du tout envie de la perdre. Mais ça, on y reviendra peut-être plus tard. Absolument. Mais c'est un élément essentiel. Un mot sur vos compagnons. Et alors, il y a deux formes de compagnons. Il y a les copains de virée, et puis il y a les livres. Et j'ai le sentiment que partir au bout du monde, là tout de suite, même à la fin de cette émission, enfourcher votre bécane et tailler la route, vous ne pourriez pas le faire sans avoir dans vos sacoches un bon livre. Quel est le meilleur compagnon pour partir en voyage ? Ah oui, c'est le livre, vous avez raison. Mais, mais lequel, par exemple ? Quel est le titre ? Oui. Qu'est-ce que vous prendriez ? Pour partir en voyage à motocyclette, je prendrais Pierre de Mandiargue, La motocyclette. Un livre extraordinaire qui est trop peu connu des motards, alors qu'ils devraient tous se précipiter là-dessus. Je dis aux concessionnaires de moto, d'ailleurs, de surtout offrir les œuvres complètes d'André-Pierre de Mandiargue aux motocyclistes. C'est une bonne idée. C'est la réconciliation de l'amour avec la moto. C'est une femme qui s'appelle Rebecca et qui utilise sa moto, une Harley Davidson. Elle a besoin de personne en Harley Davidson. Elle utilise sa Harley pour aller vers l'amour à travers les forêts d'Allemagne. Elle va se livrer aux pieds de son amant, de plein gré, naturellement. Tout ça est de l'amour magnifique, c'est un amour médiéval. Et elle utilise sa moto comme ce véhicule, ce transport, un transport amoureux. Je vais vous prouver maintenant que l'aventure et le voyage ne sont pas réservés seulement aux casse-cous et aux explorateurs. Tout le monde peut y parvenir, mais à condition de surmonter ses peurs. Tenez, prenez un citadin, un Parisien. Un Parisien qui plus est affublé de ce mal terrible, le vertige. Et puis, persuadez-le qu'il est capable d'escalader le Mont Blanc, soit le plus haut sommet d'Europe, lui qui n'est jamais monté plus haut que la colline de Montmartre, et encore en funiculaire. Et ben c'est très exactement ce qui arrive à Ludovic Escande, éditeur parisien chez Gallimard, éditeur de très bons livres d'ailleurs, et qui raconte dans un récit surprenant et que j'ai trouvé formidable son ascension du Mont Blanc, mais alors, pas tout seul. Ah bah oui, guidé par deux écrivains alpinistes.
D'un côté, Sylvain Tesson, vous voyez ce que je veux dire, accrochez-vous, et puis de l'autre, Jean-Christophe Ruffin. Ah, ça change un tout petit peu, je ne veux pas dire qu'il est plus prudent, mais enfin en tout cas moins casse-cou a priori. Deux guides aux méthodes diamétralement opposées, on va le voir dans un instant. Un mot quand même, Ludovic Escande, pour nous raconter l'état dans lequel vous vous trouviez avant d'entreprendre ce voyage, vous. Eh bien, justement, je voulais aller ailleurs, pour reprendre le mot de tout à l'heure, parce que l'ici dans lequel je vivais était un ici de ville sombre. C'était l'hiver et j'étais en train de vivre un moment douloureux de séparation et je ne voyais pas d'issue dans ce présent et dans cet ici qui était le mien quand j'ai eu... Pour le dire autrement, vous êtes totalement déprimé, vous le racontez. Ah oui, complètement. Ouais. Au point que vous habitez d'ailleurs, vous habitez en banlieue, bon c'est très bien, et vous vous séparez, vous décidez d'aller habiter, ça ne s'invente pas, rue de l'Avenir, à Deuil-la-Barre. Oui, c'est vrai. J'ai habité à Deuil-la-Barre et c'est un jour, je me suis dit, mais Ludovic, ça ne va pas du tout. Déménager pour Deuil-la-Barre, ça veut dire que là, il y a quelque chose, il faut changer quelque chose dans ta vie. Là. Surtout rue de l'Avenir. Rue de l'Avenir, absolument. Alors pour changer quelque chose dans votre vie, ça tombe bien, vous avez Sylvain Tesson sous la main, vous le croisez un jour, il vous emmène au restaurant, vous raconte un petit peu sa vie, et puis évidemment, il vous dit, bah tiens, qu'est-ce que vous lui dites d'ailleurs Je lui dis, on va t'emmener au Mont Blanc. Parce que l'alpinisme est une espèce d'absurdité, encore plus absurde que l'absurdité de la vie. Donc, puisqu'il avait une souffrance psychique, moi, je lui proposais une souffrance encore pire. C'est-à-dire venir grimper avec moi. La première guérirait la seconde. Oui, enfin, cela dit, quand je lis Ludovic Escande, c'est pas vraiment comme ça que vous lui présentez la chose. Le mot souffrance, a priori, c'est plutôt pour lui faire passer cette souffrance. Oui, c'est comme ça que dans la conversation que nous avons eue, c'est comme ça que tu m'as proposé d'aller faire le Mont Blanc pour me changer les idées et puis pour essayer de faire passer cette souffrance. Bien que je ne vais pas tout dit dans les détails, mais je pense que tu l'avais un peu senti et voilà, ça s'est fait comme ça. Vous lui dites, ça va être compliqué, j'ai le vertige, qu'est-ce que je dois faire? Réponse de Sylvain Tesson, change rien, tu continues à fumer et tu continues à boire, c'est très bon pour les poumons. Tu rajoutes un tout petit peu de jogging par 1 heure par jour, détraction des pompes et ça ira très bien. Ah ben ça, c'est du Sylvain dans le texte, c'est-à-dire que je n'ai rien inventé. C'est effectivement comme ça qu'il m'a présenté la chose. Et effectivement, vu comme ça, on peut aussi bien faire le Mont Blanc que l'Everest. Voilà, tout est possible. Alors, le récit commence vraiment à devenir fantasque et totalement invraisemblable à partir du moment où vous-même vous rentrez dans le jeu, mais avec vos propres arguments. Alors, vos arguments, c'est une petite pilule, un anxiolytique qu'on appelle le Xanax. Vous voilà donc montrant derrière Sylvain Tesson et le champion du monde d'escalade, en train de sortir du Xanax par quoi, 2000 mètres d'altitude. Quand je suis arrivé là-bas, je m'étais entraîné à faire du jogging que m'avait proposé Sylvain de le faire pour aller au Mont Blanc, mais je n'avais pas résolu ce problème de vertige. Et la seule solution que j'avais trouvée avant d'y aller, c'était de me procurer un anxiolytique pour parer au problème de crise, d'angoisse. Et donc, quand on a commencé à grimper, le premier jour, je n'avais jamais fait d'escalade de ma vie. Alors, Sylvain me disait que c'était très facile, évidemment, il n'y avait aucun problème. Sauf que, évidemment, au bout de 20 mètres, il y a eu un problème. J'ai été assailli par l'angoisse, donc j'ai pris mes pilules et puis ça a fait baisser et j'ai pu aller un peu plus haut. Alors ça amuse beaucoup Sylvain Tesson qui, au moment où vous sortez vos pilules, dit « Tiens, je connais pas, tu peux m'en passer une ?» Comme c'était des bonbons. Oui, alors je lui dis « Non. Je ne suis pas angoissé, moi, alors je ne connaissais pas ces pilules-là. Non. Est-ce que vous connaissez les crises d'angoisse, parce qu'il y a un passage qui est j'ai beaucoup aimé ce livre, parce que vous alternez les situations comiques et les situations très graves. Oui. Vous dites à un moment aussi, j'ai des crises d'angoisse, mais des véritables crises de panique. Vous connaissez, vous, les crises de panique ou d'angoisse, Sylvain? Non, Vraiment. Je ne les connais pas, mais nous n'avions absolument pas, parce que je ne les connais pas, je n'avais pas du tout détecté qu'il y avait cette détresse psychique chez Ludovic. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai lu son livre, j'ai compris, au fond, que cette escalade du Mont Blanc, qui pour moi paraissait une randonnée amicale. Oui, bien sûr. Bah, attendez, 4800 mètres à grimper quand vous n'avez jamais chaussé le moindre chausson d'alpinisme, c'est amical. Elle avait sa dimension de réparation, de rémission, de guérison, au fond. Et ça aussi, c'est une dimension du voyage. Il ne faut pas prendre le monde
pour un cabinet médical, surtout pas, et psychologique. Enfin, quand même, parfois, on s'aperçoit que ce mouvement dont nous parlions, le fait de prendre l'air, d'ouvrir les portes, de s'évader, d'aller chercher la liberté, c'est aussi laisser un peu de son tas de misérables secrets dans lequel on macère. J'ai pas voulu leur dire, j'ai beaucoup minoré ce que je ressentais parce que je n'avais qu'une seule peur, c'est que Sylvain et Jean-Christophe Ruffin ne veuillent plus continuer à faire cette ascension. Pour me protéger d'une certaine manière. Donc j'ai pris beaucoup sur moi en fait. C'est le passage très touchant du livre et qui ramène aussi l'aventure à la dimension des lecteurs qui, eux, s'embarquent pas forcément tous les jours dans un sidecar, si possible, datant des années 50 biélorusse. Vous dites, bah non, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Alors j'aime beaucoup cette expression, parce que ne pas être à la hauteur, quand on escalade le Mont Blanc, évidemment, ça prend tout son sens. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être à la hauteur ? Est-ce que c'est une expression forgée par la société d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est une expression qui a vraiment du sens ? Qu'est-ce que ça signifie ? Elle a un double sens, en effet. Là, en situation de montagne, être à la hauteur, c'est de ne pas arriver à aller plus haut, à être paralysé par mes angoisses. Et être à la hauteur aussi, ça renvoie avec cette espèce de compétition qui ne dit pas vraiment son nom aujourd'hui dans la société, où il faut en permanence être le premier, le meilleur, avec une norme qui est très pesante. Et je trouve que la montagne, au moins, elle donne un sens réel à cette expression. C'est-à-dire, quand on est à la hauteur, au moins, on a fait quelque chose qui nous a élevés. Élevés aussi au sens spirituel du terme. Mais au fond, dans la compétition de tous les jours, d'être le meilleur, d'écraser les autres, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Alors ça, c'est très important, parce que vous venez de lâcher un mot contre lequel Sylvain se bat beaucoup, c'est ce mot compétition. Ouais. On a le sentiment que précisément, cette vie d'aventure, ces voyages sont un antidote à la compétition permanente et à la compétition sportive, parce que ce n'est pas l'alpinisme sportif qui vous intéresse au sens compétitif du terme. Oui, enfin, c'est un antidote à beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est le contraire. Le voyage et l'aventure, c'est le contraire de beaucoup de choses que nous propose notre temps. Finalement, partir, c'est aussi prendre à rebours le temps et ce que vous propose votre époque. Rendez-vous compte, vous partez pour grimper un sommet quand vous vous sentez en détresse intérieure. Ça ne sert à rien, donc ça n'est pas utile. Ça va être difficile, ça va être éprouvant, ça va être lent. Vous allez vous retrouver dans la camaraderie. Enfin, tout ça sont des axes et des chemins qui ne sont pas tellement conformes à ce que nous propose une société et une époque de rapidité, d'utilité, où la gratuité n'a aucun sens et où vous avez l'impression qu'il faut absolument réussir à arriver vite, à être le premier, partout, tout de suite, à tout moment. Donc, l'alpinisme est un archaïsme. C'est un existentialisme archaïque. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il y a trouvé remède. Une chose que j'ai aussi retrouvée avec Sylvain et Jean-Christophe là-bas, à Chamonix, au Mont-Blanc, c'est on retrouve ce contact que nous avons perdu, ou beaucoup moins, avec la nature. On a un corps, et ce corps se sent bien dans la nature. Et quand vous êtes en ville, vous avez tendance aussi à perdre de vue ça. Ça, c'est j'ai trouvé ça très important. Voilà, on est en vie. On est en vie au milieu de cette immensité, de cette beauté qui est à portée qui est là immédiatement. À portée, mais à condition d'avoir des bons guides et des bons maîtres. Parce que vous le racontez, vous vous sentez totalement incapable Bien sûr, l'amitié est ce qu'ils vous importante. font faire. Qu'avez-vous trouvé, finalement, Ludovic Escande, au terme de cette ascension ? Il y a énormément de rebondissements, des scènes graves. 10 grimpeurs alpinistes trouvent la mort en 3 mois dans les chemins que vous fait parcourir Sylvain Tesson, des moments très drôles comme ce moment où tout à coup, en arrivant au sommet, vous savez ce que fait Tesson ? Il sort du beurre de cacahuète qu'il avait planqué en douce dans son jeu. Il commence à manger du beurre de cacahuète. Jean-Christophe Ruffin se dit voilà, qu'est-ce que c'est que ces gamins ? La prochaine fois, faut-il que j'apporte une corde à sauter ? Enfin bref, on a l'impression que c'est une cour de récréation permanente. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-haut ? Eh bien, justement, c'est d'abord une reconquête de moi-même, de l'estime de moi,
Et puis, j'ai trouvé aussi un sens très fort à l'amitié. Les liens d'amitié, quand ça ne va pas très bien, on peut compter aussi sur les autres. Ça, c'est important. L'ascension du Mont Blanc, sous la signature de Ludovic Escande, formidable récit de voyage très différent alors de tout ce que vous avez pu lire comme récit de voyage, c'est publié chez Alary Éditions. Alors Simone Berthière, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez pas vraiment une historienne, plutôt une littéraire, c'est vrai, mais vous avez publié des livres merveilleux sur les reines de France, sur le Grand Condé, sur Mazarin, bref, vous nous avez fait redécouvrir ce qu'on appelle le grand siècle dans des bios pétillants d'intelligence et de style. Et alors là, vous nous entraînez, c'est une surprise, sur les traces de celui qui est le plus illustre des voyageurs, puisque c'est le plus rusé des aventuriers, Ulysse. Ulysse, le héros de la guerre de Troie, de l'Iliade, de l'Odyssée. Voici le roman d'Ulysse, il vient de paraître aux éditions Bernard de Fallois. Pour quelle raison Ulysse vous fascine-t-il autant ? Écoutez, je n'ai jamais aimé me laisser enfermer dans un domaine particulier. C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas fait de carrière dans l'université, parce qu'il faut en principe rester sur les rails si on veut monter au sommet. Bon. C'est très bien, donc, ça va beaucoup plaire à Sylvain, ça. Ah oui. Et alors, d'autre part, je suis historienne des temps modernes, 16, 17, 18e, mais j'ai eu l'impression d'avoir quand même bien ratissé le terrain, labouré, etc. Et je n'aime pas me répéter, j'ai toujours détesté faire plusieurs fois la même chose. Parfait, jusque-là, c'est très clair pour partir en voyage. Comme enseignante, c'est une catastrophe parce que naturellement, il fallait recommencer à préparer les cours pour chaque jour. Bon. Donc, j'ai eu envie de changer. J'ai été enfermée dans les reines de France. Une femme qui a écrit sur des femmes, pour des femmes, l'horreur. Bon, donc je suis passée aux messieurs. Bon, finalement, j'ai regretté toujours de ne pas avoir fait de grec. J'ai failli en faire. Et puis les hasards des choix universitaires m'en ont détourné. Mais j'ai quand même enseigné le grec pendant 12 ans en classe préparatoire et j'ai adoré Homère. Voilà. Ce que j'aimerais que vous nous racontiez. Alors, l'histoire. Non, pas l'histoire. Non. Mais la raison pour laquelle vous détournez l'histoire que nous connaissons en disant, finalement, que se serait-il passé si Ulysse s'était confié à un jeune homme qui peut-être un jour deviendra un poète et un aède, et lui-même racontait son histoire fantastique. Mais en fait, Pourquoi ? Je ne détourne pas la légende. Au contraire, mon livre est au service d'Homère. Simplement, Homère, il n'est pas très abordable pour les gens qui n'ont pas fait de grec. Mais alors, ça décourage. Mais j'essaye au contraire de faire raconter la légende d'Ulysse telle qu'elle se trouve chez Homère, mais de façon intelligible pour un lecteur contemporain. Alors, simplement parce que j'ai trouvé un interlocuteur. Alors, vous voyez, mon idée, c'est celle-ci. Ulysse rentre, c'est très simple. Il a guerroyé 10 ans à Troie, et après, il a bourlingué sur les mers 10 ans sans arriver à rentrer chez lui. Bon, il rentre chez lui au bout de 20 ans. C'est long. Tout d'un coup, la légende l'abandonne. Ah, il est chez lui, c'est fini, il n'intéresse plus personne. Bon. C'est-à-dire qu'il doit s'ennuyer, le pauvre. Il doit s'ennuyer, le pauvre, surtout. Justement. Alors, mais il n'intéresse plus personne. Et on nous dit, mais voilà, il est chez lui, il a reconquis son pouvoir, il a retrouvé sa femme. Très bien, on recolle les morceaux. Et puis, les 20 ans de bourlingue et de guerre, passent à l'as, complètement oubliés. Mais quand il rentre chez lui, je me suis dit, il n'est pas semblable à ce qu'il était au départ. Alors, Ithaque n'a pas beaucoup changé. Sa femme a vieilli, d'accord, mais pour le reste, et puis son fils a grandi. Mais lui-même, il est complètement changé par les expériences qu'il a vécues. Et donc, il ne s'y retrouve pas chez lui. Et alors, finalement, il est obligé de prendre sa retraite. Pardon, Pénélope est morte. La légende n'en parle plus, je m'en suis débarrassée. Au bout de 4 pages. Oui, bon. Mais non, elle ne l'a pas accueilli à bras ouverts. Hein. Il en a fallu des efforts pour qu'elle consente à le reconnaître. Bon. Non, il n'a pas été le bienvenu. Alors, finalement, il est obligé de prendre sa retraite parce que son fils est adulte, il cherche une épouse, et que pour avoir une épouse digne de lui, il faut qu'il soit roi. Donc, Ulysse se retire, il s'installe dans une maison à part, et on lui colle comme compagnon un jeune chevrier de 17 ans, c'est un neveu de son cher porcher Eumée qu'il a accueilli à son retour. Et le voilà enfermé tout seul, bon, et que faire? Et alors finalement,
il est bavard, il raconte son histoire au jeune chevrier. Et le jeune chevrier pose des questions. Alors, notre Ulysse raconte la légende, je ne change rien aux événements racontés. Mais en revanche, je l'ai fait raconter de façon plus vivante, puisqu'il s'adresse à un interlocuteur jeune. Il explique quand même, c'est facile pour mon lecteur, ça aide le lecteur à comprendre la société de l'époque. Et puis, mon chevrier, il ne sait rien, mais il est très futé. Et il pose les questions constamment et il appuie là où ça fait mal, naturellement. Sur les points où Homère ne dit rien, parce qu'il vaut mieux passer discrètement sur des choses qu'il ne faut pas dire. Alors, il y a plein de choses qu'il ne faut pas dire, sur lesquelles, évidemment, il y a des zones d'ombre. Par exemple, Circé. Moi, j'aimerais bien vous entendre, Sylvain Tesson. Attendez, j'aimerais bien entendre Sylvain Tesson 2 secondes sur cette question-là, parce que vous nous avez aussi offert un été avec Homère, que vous avez relu. Et est-ce que vous vous retrouvez dans cette lecture de Simone Berthier? J'ai rien changé au fond, aux événements même. Mais la manière de les présenter n'est pas la même. C'est ça, j'ai trouvé la méthode, car c'est une méthode, la méthode de Simone Berthier très intelligente, c'est-à-dire que pour la première fois, au lieu d'avoir le commentaire d'un universitaire, d'un lettré ou d'un helléniste sur l'Iliade et l'Odyssée, on a le commentaire même du protagoniste principal, d'Ulysse. C'est-à-dire que c'est lui. Je le fais parler, c'est ça. J'en prends la responsabilité, c'est un risque. Alors, d'autant qu'il y a beaucoup de lettrés européens qui se sont amusés à écrire ce qui est arrivé après. Je pense aux Dante, qui fait voyager Ulysse et qui le ramène dans les enfers. Je sais, il y a Dante, il y a Kazantzakis, sans parler de Joyce, etc. Jean Kelevitch. Mais ceux-là, je les ai laissés de côté. Je m'en suis tenue à la légende telle que les Grecs la légende que les Grecs considèrent comme un noyau essentiel de leur roman national. Alors, que faudrait-il retenir, Simone Berthier, du prodigieux périple d'Ulysse? Eh bien, d'abord, les voyages forment la jeunesse, nous le savons, ils forment aussi les gens plus âgés. Ulysse a profondément changé au cours de ses voyages. Il a beaucoup appris au début, par exemple, quand il arrive chez le Cyclope, on arrive chez le Cyclope, il n'est pas là, le Cyclope. Qu'est-ce qu'on fait? On s'installe dans sa caverne. Et puis, il y a des fromages, on commence par manger les fromages. Et on convoite les agneaux, on est prêt à les embarquer. Ça se fait pas quand même. Alors, évidemment, il y a des ennuis avec le Cyclope, et Ulysse s'en tire brillamment. Vous n'avez jamais eu d'ennui avec des Cyclopes? Vous connaissez toute l'histoire du Cyclope. Mais Ulysse violait quand même les lois de l'hospitalité. C'est pas comme ça qu'on se comporte quand on arrive chez quelqu'un. À la fin, quand il arrive chez les Phéaciens, c'est une merveille, le comportement le plus parfait. Pour supplier Nausicaa, pour demander l'hospitalité, etc. Il est devenu, d'une certaine manière, le modèle de vie en société. Et je pense que Ulysse sert beaucoup dans son pays pour ça. Alors, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant chez Ulysse. Le plus intéressant chez Ulysse, c'est que finalement, il s'intègre nulle part parce qu'il a la bougeotte et parce que Ulysse n'a il tient pas en place et que Ulysse est dévoré de curiosité. Ulysse est dans un monde qui est régi par la fatalité. En principe, n'est-ce pas, les hommes, on savent que leur destin a été fixé au départ. Les parcs ont filé leur sort et ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout comme ça. Ulysse veut pas. Il observe, il veut comprendre et quand il comprend, il dit on peut peut-être agir. Donc il passe son temps à essayer de contourner la fatalité. Oui. Et c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire que Ulysse c'est celui, on l'accuse toujours d'être rusé, l'homme aux 1000 ruses. Il en a par-dessus la tête, j'en ai par-dessus la tête de cette épithète. C'est pas ça que le texte grec veut dire. Ça veut dire l'homme qui a l'esprit fertile en ressources pour toutes les circonstances. Autrement dit, il sait toujours comment se tirer d'affaire. Alors, quelquefois, c'est par la ruse, mais ça veut pas dire qu'il aime la ruse pour elle-même. Et quand il donne sa parole, il la tient. Mais ça veut dire simplement qu'il s'adapte. Il a une capacité d'adaptation phénoménale parce que pour lui, il observe et il comprend. Et Ulysse, c'est quelqu'un pour qui le monde extérieur existe et les autres êtres. Ce qui n'est pas le cas d'Achille. Cherche et donc
pendant la guerre de Troie, quelque intérêt des grands nobles pour le menu peuple qui était invité à se faire zigouiller sur le champ de bataille. Bon. Ulysse s'intéresse à tout le monde, il s'intéresse aux humbles. Et si j'ai choisi un chevrier, d'ailleurs, comme interlocuteur, c'est justement pour lui permettre d'exprimer ça. Et alors, il y a un moment, d'ailleurs, au cours de ces péripéties, le voyage. Bon, il est censé rentrer chez lui. D'accord. La guerre est finie, ils ont gagné la guerre, Troie a été vaincu. Il rentre chez lui, mais il ne prend pas le plus court chemin quand même. Bon. Et quand il est en route, eh ben, il traîne. Qu'est-ce qu'il fait? Ils arrivent, l'île du Cyclope. Il y a une petite île avec de l'eau et avec des chèvres. Bon, de quoi ravitailler les bateaux, l'escadre d'Ulysse, pour un bon moment. Ils n'ont qu'à charger tout ça et puis repartir en direction d'Ithaque. Oui, mais Ulysse, il a vu de la fumée sur la côte. Hein. Il y a de la fumée là-bas, il y a des gens, on entend des bruits. Il faut que j'aille voir. Et le voilà parti chez le Cyclope. Tout le long, il fait ça, c'est-à-dire qu'il est ému par une perpétuelle curiosité. Et à la limite, il fait presque de l'enquête ethnologique. Alors, Simone Bertière, je vous propose une chose. On ne va pas raconter tout le livre. Ça dure quand même 10 ans, donc on pourrait... Non, mais c'est vrai. Et je ne veux pas raconter... Mais après, il faudrait que je demande quand même jusqu'à 5 heures du matin l'antenne. Donc, ce serait très agréable, mais on va la garder quand même. Il y a une suite et il y a une fin, mais je ne veux pas la raconter ici, parce qu'il faut que les gens lisent le bouquin. Voilà, sinon ça ne marcherait pas. Le roman d'Ulysse de Simone Bertière. Allez-y, vous allez voir, c'est absolument formidable parce qu'il y a cette chronologie qui est remise en perspective aux éditions de Fallois. Alors voici maintenant un écrivain discret, mais qu'une petite poignée de lecteurs considèrent, et à mon avis on en fait partie, et vous allez voir que demain vous en ferez partie aussi, qu'une petite poignée de lecteurs considèrent comme un très grand écrivain parce que ses livres sont aussi rares que beaux et puissants. Il s'appelle Victor Ségalen. Alors lui, il n'était pas du tout fait pour l'aventure, mais il a parcouru le monde, de Djibouti à la Chine, en passant par les États-Unis et la Polynésie, sur les traces de Rimbaud, sur les traces de Gauguin, et voici maintenant son histoire. Elle est retracée par un écrivain voyageur, donc Jean-Luc Cointalem, qui est devenu au fil des livres, moi j'ai envie de dire un reporter en quête de ces artistes qui ont choisi de larguer les amarres et de courir grand largue sous le vent du monde, mais pas vont ailleurs, est un livre remarquable, sorti chez Stock. Remarquable parce que, alors là, c'est pas du tout la même approche que celle de Simone Bertière, ni même que celle de Ludovic Escande. Avant de parler de la façon dont vous procédez, Jean-Luc Cointalem, rappelons qui fut Victor Ségalen. Victor Ségalen est un écrivain de Brest, qui est né à Brest, qui est un écrivain breton. Il est né en 1878 et il meurt en 1919 dans des circonstances mystérieuses, complexes, probablement codées. Et sa mort a beaucoup fasciné. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas si c'est une mort naturelle, un accident, ou si c'est un suicide. Ça ressemble à un Vous nous donnez suicide. Quelques pistes, tout Il y a même. quand même Votre interprétation est assez... Oui, assez en claire. tout cas, le décor est mis en place. C'est dans la forêt du Huelgoat, au centre Bretagne. Nous sommes le 21 mai 1919. Il a 41 ans. Il arrive de Chine. Il essaye de se sevrer de l'opium parce qu'il tire sur le bambou quand même depuis des années. Alors, j'aime bien votre expression. Il tire sur le bambou. Il tire sur le bambou et il essaye de se désintoxiquer. Il est dans cet hôtel qui s'appelle le Grand Hôtel d'Angleterre. Il pleut depuis des semaines. Ça ne vous étonnera peut-être parce qu'en Bretagne, c'est rarement le cas. Oui. Et il sort le là. matin à 9h30. Il est en grand uniforme. Il a des hautes chaussures chinoises qui lui protègent les jambes. Il s'enfonce dans la forêt. C'est la forêt du Huelgoat, c'est la forêt des légendes, des sortilèges. Brocéliande, un vestige probable de Brocéliande. C'est la forêt du roi Arthur, etc., etc. On le voit à l'image sur son cheval. C'est un cavalier, entre parenthèses, émérite. Et il revient au bout de 15 minutes et il change de chaussures. Il met des chaussures basses. On va le retrouver 2 jours plus tard au sommet d'un petit tumulus avec l'artère tibiale sectionnée, Shakespeare près de lui. Dans Shakespeare, il a déposé des feuilles dans Hamlet et ces feuilles indiquent des passages comme un dernier codage, un dernier message. Le garrot qu'il s'est posé sur sa jambe n'a pas tenu, or c'est un médecin, et probablement qu'il aurait pu redescendre s'étant blessé, le village étant à 10 minutes à pied. Circonstance très étrange. Qu'est-ce qui peut conduire un homme comme lui, 41 ans, vous l'avez dit, qui a parcouru la Chine, qui l'a explorée, il a même découvert
presque sans le savoir, la tombe du premier empereur chinois. Vous savez, cet empereur qui s'était fait enterrer avec une armée de soldats en terre cuite. Qu'est-il allé faire d'ailleurs en Chine? Alors, il est donc médecin, militaire, sa première affectation c'est la Polynésie et il décide d'apprendre le chinois. Et donc il a une sorte de bourse qui lui permet de s'installer à Pékin et d'apprendre le chinois à sa convenance pendant 2 ans. Mais comme c'est quelqu'un qui a la bougeotte, qui ne tient pas en place, ses journées sont peut-être celles de Sylvain, 8 heures de progression, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. Et il va parcourir cette Chine à 2 reprises et il va faire des recherches archéologiques, entre autres. C'est un écrivain qui est polymorphe, c'est-à-dire qu'il est à la fois archéologue, il écrit des opéras, il écrit un opéra pour Debussy, excusez du peu, il invente des nouvelles formes de poésie, on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, on peut les montrer, parce que vous êtes venu avec Stèle. Un exemplaire de Stèle. Je ne suis pas venu avec l'original, mais c'est une reproduction de Stèle qui a été publiée en 1912. Et je ne sais pas si on le voit à la caméra, ça reprend la forme exacte de cette publication, c'est-à-dire entre 2 planches de camphrier, afin d'éloigner les insectes, une seule page pliée en 102 feuilles, 102 pages, dans lequel il y a des poèmes, disons, à la chinoise. Mais tout est codé avec Victor Ségalen. 66 stèles, parce que... Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le prendre, parce que c'est assez... 66 on va le montrer. Stèles, puisqu'il y a 66 figures du Yi King, 81 exemplaires, parce que 8 et 1 font 9, et c'est le chiffre de l'empereur. En fait, il y a toujours un double fond chez Victor Ségalen, comme s'il y avait derrière la connaissance une autre connaissance possible. Alors, l'édition originale, maintenant, de 1912, elle vaut 17 000 €. Les bibliophiles se l'arrachent. Parce que, certes, il n'est pas immensément connu comme écrivain, mais beaucoup de gens lisent Victor Ségalen. Il y a des vidéos où vous entendez François Mitterrand parler de Victor Ségalen, Jacques Chirac, on a parlé Michel Onfray, Régis Debray, et puis parlons des écrivains. Henri Michaud, Nicolas Bouvier, Bruce Chatwin, etc. Sans parler de Simon Less, qui a choisi son nom, son pseudonyme, immense écrivain. Donc c'est quelqu'un qui est là et qui est un peu le grand-père des écrivains voyageurs d'aujourd'hui. Il ne fait pas qu'être un écrivain voyageur, car avant la Chine, vous l'avez dit, il y a la Polynésie. Oui. Et en Polynésie, vous racontez, vous savez de quoi vous parlez, puisque vous y avez passé votre enfance. En Polynésie, à la même époque, il y a Gauguin. À la même époque, à quelques mois près. À quelques mois près. Sylvain nous disait tout à l'heure, cette nostalgie d'être né trop tard dans un monde trop vieux, d'arriver à peine au moment où l'histoire a fini. Qu'est-ce qui vient de se passer avec Gauguin ? Il y a eu ça, mais il a aussi loupé Rimbaud en 1891. Rimbaud qui revient se faire amputer de sa jambe à Marseille. Gauguin part. Gauguin est à Ivaoa. Il meurt en mai 1903. Ségalen arrive en septembre, je crois, 1903. Il vient de mourir. Mais c'est lui qui récupère un certain nombre de toiles, les grands bois de la Maison du Jouir. Et certes, il loupe le bonhomme, si j'ose dire, mais il ne loupe pas l'œuvre. Vous dites qu'il va devenir le passeur de Gauguin. Oui, parce qu'il prend conscience d'abord qu'il est un artiste à son tour, et que cette expérience dans les tropiques, loin des vieux parapets de l'Europe, loin des cénacles, etc., est une leçon d'existence, est une leçon artistique, et qu'il faut vivre cette expérience jusqu'au bout, comme Gauguin l'a vécu jusqu'au bout. J'avais écrit précédemment un livre sur Gauguin. Et, alors pardonnez-moi, je vous interromps, je voudrais vraiment le recommander, celui-là, parce qu'il dit « j'avais écrit un livre sur Gauguin ». Non. C'est honnêtement, pour en avoir lu pas mal, le meilleur livre, 1, de Quat'Alem, et 2, c'est le meilleur livre sur Gauguin. Lisez absolument ce livre qui s'appelait... Qui s'appelait au départ « Je suis dans les mers du Sud ». Et maintenant sur les traces de Paul Gauguin. Bon, et en fait, parenthèse. Voilà, Victor Ségalen prend conscience qu'il est un artiste, prend conscience qu'il faut, d'une certaine façon, être un monstre, comme a dit Gauguin. Pour assumer une telle destinée, il fallait être un monstre. Cette expression qui est sous la plume de Victor Ségalen, est-ce que vous la prenez pour vous ? Il faut devenir un monstre, il faut être un monstre. Non, ce que je prends pour moi, c'est plutôt ce que je comprends chez Ségalen, mais je parle sous la houlette de Quat'Alem. C'est une immense angoisse devant ce que vous appeliez, ce que Onfray appelle la mêmeté du monde. Il y a cette phrase tout à fait angoissante chez Onfray qui nous ramène d'ailleurs à l'objectif du voyage. Le divers décroît,
c'est là l'un des plus grands dangers de la Terre. Je ne sais plus quand il a écrit ça, mais probablement avant la guerre, 1910 Oui, avant la ou guerre. 11. Avant la guerre. Il anticipe divers la des croix. mondialisation. Mais c'est affreux parce que le voyage serait cette espèce d'urgence. D'ailleurs, le terme d'urgence revient souvent dans votre quête de Ségalen. Une urgence tout à coup d'aller essayer de rafler les dernières facettes du divers. Oui, parce que c'est la grande théorie de Ségalen. Le divers, avec un grand D, ne nous divertit pas. Hein. Au contraire, il nous condense, il nous permet d'être nous-mêmes. Et l'autre, c'est le plus court chemin vers soi-même, d'une certaine façon. Et l'autre polynésien, l'autre chinois en Chine, nous ramène à notre propre questionnement. Et comme dit, je crois, Ségalen, à moins que ce soit Gauguin qui le dise, le dedans commence dehors. Hein, c'est-à-dire que la grande leçon du dehors nous permet de nous recentrer et voilà, d'accepter l'étranger, mais aussi l'étranger en soi. C'est-à-dire que cette opposition qu'on a parfois créée entre le grand dehors et la vie intime, Ségalen l'oublie complètement. C'est précisément parce que je vais aller chercher l'aventure que je saurai qui je suis, que je reviendrai à une vie intime forte. Oui, avec sa part d'étrangeté en soi. C'est aussi cet inconnu en moi-même que l'autre fait surgir. Aussi, un aspect qui est très bien évoqué, je trouve, dans votre livre, c'est que tout à l'heure, vous parliez de la mélancolie que pourraient avoir certains grands voyageurs. C'est aussi un aspect dont vous parlez, cette urgence à partir ailleurs, justement pour essayer d'échapper à ce tumulte intérieur, ce tourment. D'ailleurs, vous expliquez très bien qu'il prend des bains de mer d'eau froide, et puis c'est très bien évoqué. L'ailleurs, partir au-delà pour échapper à quelque chose qui ne va pas en soi. Ouais. Alors, il y a quand même aussi une chose, pardonnez-moi, Ludovic Escande, c'est que ce qui ne va pas en soi, c'est peut-être qu'il y a deux femmes. Qui aimer, qui trahir. Oui, à la fin de sa vie, il a effectivement il est au bout du rouleau, il est d'une très grande maigreur, et sa femme comprend, Yvonne, qu'elle n'arrivera pas à le sauver de cette espèce de naufrage. Et d'une certaine façon, elle lui propose son amie. Elle lui dit, on voit Yvonne à l'écran, elle lui propose Hélène. Et Victor va s'embraser au contact d'Hélène, et il va y avoir une double correspondance qui a été publiée depuis, où il écrit le même jour aux deux femmes, l'une sur papier blanc, Yvonne, l'autre sur papier jaune, Hélène, et il ne dit pas la même chose alors qu'il vit la même chose. Que retenez-vous, Jean-Luc Coatalem, de cette existence menée au grand galop ? Une fulgurance, une incandescence. C'est un rimbaldien, d'ailleurs il a écrit sur Rimbaud. Ce sont des gens qui ont des destins extrêmement brefs. Comme tout à l'heure je disais qu'il citait non pas l'air mais le feu, c'est un destin de météore, et il s'est consumé. Et en même temps il a fait une œuvre qui aujourd'hui existe. Voilà, René Less, Les Immémoriaux, Stèle, et puis il faut lire également Mais pas vont ailleurs, aux éditions Stock. Alors, puisque cette émission est consacrée au voyage, à l'errance, au feu, vous pensez bien que, pour parler d'une librairie, on ne va pas vous emmener visiter une librairie sédentaire. Inès de la Motte Saint-Pierre vous a déniché une librairie épatante, une librairie itinérante. Voici un camion plein de livres qui sillonne le département de Charente-Maritime, et c'est bien une librairie, regardez. J'ai 31 ans et depuis 3 semaines, je suis libraire itinérante. Donc j'ai un camion librairie, donc le Serpent de l'Étoile, qui sillonne la Charente-Maritime à la rencontre des habitants. L'idée d'aller dans les villages où il n'y a pas de librairie, d'apporter quelque chose dans des communes où il y a peut-être moins de commerce de proximité qu'avant, de se rapprocher des habitants, c'est vraiment, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Quand j'arrive dans les villages, les gens n'ont pas du tout l'habitude de voir arriver une librairie, et encore moins une librairie itinérante comme celle-ci. J'avais vraiment envie de rester dans cette thématique de la nature, du conte assez fantastique, qui fasse un peu rêver et qui donne envie d'entrer dans la librairie. Jack London, parce que c'est quelqu'un qui vraiment avait choisi de vivre de la manière la plus exaltée possible, quitte à mourir jeune, mais il avait vraiment un goût du risque, un goût de la vie que je trouve fascinant. Ouais. Et Les 7 pendus,
de Andrzej. C'est l'histoire donc de 5 jeunes gens qui vont se retrouver condamnés à mort pour un attentat politique en Russie. Et c'est l'histoire de leur dernière sensation avant d'être exécutés. C'est une démonstration de force et puis c'est vraiment d'humanité incroyable. C'est Tzigane de Jan Hurs. Il raconte du coup toute cette culture des Tziganes qu'on connaît très mal, tous leurs rites, toute la liberté qu'il y a derrière, l'émancipation. Et ça déconstruit en fait tous les clichés qu'on peut avoir donc, sur ces sujets et c'est extrêmement intéressant pour ça. Patti Smith, Just Kid, une plume extrêmement douce, sensible, une bienveillance dans la façon dont elle affronte les événements qui sont pourtant pas toujours évidents dans son quotidien et elle nous offre ça et c'est vraiment pour moi un beau cadeau à offrir. Ouais. Allez, on continue le voyage et nous sommes maintenant rejoints par Paolo Rumiz. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes italien, mais on l'entend, vous parlez parfaitement le français. Pas parfaitement, mais je fais mon mieux. Comme un voyageur qui a beaucoup sillonné l'Europe et évidemment la France. On va parler dans un instant de la légende des montagnes qui naviguent, qui est un remarquable périple de 8000 kilomètres à pied, à vélo, mais aussi en topolino, la voiture mythique de Nicolas Bouvier, à travers le cœur de cette Europe. Et puis, Peter Wolleben, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis absolument ravi de vous recevoir. Vous êtes l'auteur de La vie secrète des arbres. Alors, justement, quand on voyage, peut-être qu'on prête une attention encore plus soutenue aux arbres que l'on peut croiser. On cherche évidemment les promenades en forêt. Et puis, quand on est citadin, comme c'est le cas de quelques-uns d'entre nous, n'est-ce pas, Ludovic Escande ? Oui. Bah oui, la forêt, les arbres, ça devient de merveilleux remèdes. Et alors, pour tout savoir des arbres, voici un livre étonnant. Étonnant parce que je ne vous cache pas que quand je l'ai reçu, je me suis dit, bon, très bien, on va avoir un récit d'un garde forestier. Et pas du tout. C'est passionnant comme un roman. Depuis le début de l'année, ce livre est en train de devenir un véritable classique. 32 traductions dans le monde, 2 millions d'exemplaires vendus. Et puis une édition en beau livre qui vient de paraître aux éditions des Arènes, où est parue d'ailleurs, j'allais dire, la première version. Alors, Peter Wolleben, allons-y. Vous êtes forestier. Et ce livre que je recommande à tout le monde s'intitule donc « La vie secrète des arbres ». La première chose que je retiens, c'est que les arbres sont semblables à des êtres vivants, écrivez-vous. Ce sont des organismes vivants, ce ne sont pas des choses. Pour attirer l'attention, ils émettent des odeurs. Bon, très bien. Mais les odeurs, par exemple, des arbres, sont-elles un moyen de communication entre eux ou alors destinées à nous autres humains, à parfumer nos balades sous les bois ? Non, les arbres communiquent vraiment entre eux. Pas comme nous le faisons avec des ondes sonores, eux ils le font avec des odeurs. Il y a aussi d'ailleurs des êtres humains qui communiquent avec des odeurs. Le parfum, le déo, c'est une sorte de communication en fin de compte. Les arbres communiquent aussi par signaux électriques, par l'intermédiaire des racines et aussi par l'intermédiaire d'un tissu de filaments des champignons déjà découvert très tôt. Et cela a été repris dans la revue Nature, on appelle ça l'Internet des champignons. L'Internet des champignons, ça donne lieu à un chapitre très très drôle. Qu'est-ce que c'est cet Internet des champignons ? Racontez-nous comment ça fonctionne très précisément. Eh bien, les arbres sont des êtres sociaux. Donc quand un arbre est attaqué par des insectes, ça lui fait mal. Et donc, il y a des signaux électriques qui sont envoyés, il y a une réaction de défense, et les autres arbres réagissent pareil. On s'est rendu compte que par l'intermédiaire des racines, les arbres s'envoient des messages électriques et chimiques. Par exemple, s'il y a une attaque de coléoptères, ils peuvent le goûter. Et alors, les arbres sont au courant, ils ont été prévenus et ils sécrètent des poisons pour éloigner ces coléoptères. Donc en fait, il y a cette communication entre les arbres. Ce ne sont pas des emails, mais c'est proche. Vous parlez de tout ça comme s'ils étaient non seulement des êtres vivants, mais doués d'une conscience, comme s'ils étaient conscients qu'ils doivent s'entraider, qu'ils doivent répondre ou réagir à une agression. Je pense que l'image qu'on a est très dépendante de l'époque des Lumières, et donc on a créé une séparation claire entre nature et l'homme versus les végétaux.
Mais pourtant, à bien des égards, ce n'est pas vrai. Souvent, on voit les arbres comme des meubles dans une ville, ou comme des producteurs d'oxygène simplement, ou une source de bois, un outil pour nettoyer l'eau. Mais en fait, les arbres sont peut-être plus lentement que les animaux, mais ils peuvent même compter. Et oui, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte. Les pommiers comptent les arbres comptent les jours à 20 degrés pour éviter de fleurir trop tôt. Et donc, comme ils peuvent compter, ça veut dire qu'ils ont une mémoire. Sinon, ils commenceraient tous les jours au chiffre 1. Et donc, ce sont des choses qui nous surprennent. C'est un peu comme le Seigneur des Anneaux. Ah, comme le Seigneur des Anneaux. Pourquoi le Seigneur des Anneaux? Parce qu'il y avait ces fameux hommes arbres, c'est ça, les Ents. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que Tolkien avait déjà eu une sensation, il avait compris ce qui se passait, ou encore James Cameron dans le film Avatar. Je pense qu'il a vraiment vu ce qu'il y avait à voir du côté de la nature. Bon, alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous vous êtes rendu compte de tout ça, parce que vous êtes forestier, vous gérez d'ailleurs un district en Allemagne, vous avez travaillé comment, quand vous vous baladez dans la forêt, vous voyez, vous sentez, vous savez que les racines sont l'Internet de la forêt, ou alors... En tant que forestier, on regarde les arbres pour regarder la qualité du bois, pour voir ce qu'on peut en faire, et on ne regarde pas du côté des sols. Mais un jour, je m'y suis retrouvé confronté. Je pensais que c'était simplement des petits minéraux, et en fait, un jour, j'ai vu une souche d'un arbre qui avait été abattu il y a 450 ans, et pourtant la souche était encore vivante. Le bois était encore vert, donc le bois respirait. Et donc je me demandais où cette souche avait puisé cette énergie. Et donc l'explication, ça a été vérifié par la science, c'est parce que les arbres voisins ont gardé cet arbre en vie. Et donc à l'école, on a toujours appris que les arbres luttaient contre les uns contre les autres. On pense que c'est la théorie de l'évolution, et pourtant c'est faux. Les arbres sont une grande communauté, et un arbre sait qu'il ne constitue pas à lui tout seul une forêt, il sait qu'il peut survivre uniquement grâce aux autres. Alors voilà, il y a plein de choses comme ça absolument incroyables. Sylvain Tesson, vous l'avez lu, ce livre-là, de Peter Wohlleben. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette façon de regarder les arbres? Moi, j'aime énormément ce regard poétique, et que j'appellerais païen, parce que il nous explique que finalement il y a un esprit qui jaillit de cette forêt, et je voudrais offrir à Wohlleben 2 cadeaux. Le premier, c'est un aphorisme de Jules Renard, tiré du journal de Jules Renard, où Jules Renard semble avoir lu, avant qu'il ait écrit le livre de Wohlleben. Renard dit « Penser, c'est trouver des clairières dans la forêt ». C'est ça très beau. On dirait une phrase d'Heidegger, mais en fait, elle a été écrite par Jules Renard. Et puis alors, j'ai ce petit cadeau pour lui, parce que le district dont il s'occupe en Allemagne, c'est le district de Eifel. Eifel, c'est une vieille montagne volcanique avec des collines épuisées, et c'est le seul endroit d'Europe qui produit des quartzites. Ça s'appelle la natrolite, avec des poils. C'est des pierres qui ont des poils. Alors ça vient de son pays, ça vient de l'Eifel. C'est ma collection de minéraux. Alors je lui offre ce truc, et je lui offre en même temps, souvenez-vous, le superbe verre de Nerval. Un jour, il écrira un livre sur l'esprit des pierres, le verre doré de Nerval, un pur esprit de sa croix sous l'écorce des pierres. On dirait du Wohlleben. Bientôt, on aura l'esprit des pierres. Croix sous l'écorce des pierres. Voilà, das ist from Eiffel. Perfect, vielen Dank. Merci beaucoup. Alors, peut-être un jour d'ailleurs, faudra-t-il écrire quelque chose sur le monde minéral. En tout cas, ce que vous faites, c'est réduire cet espace entre le monde végétal et le monde animal. Est-ce que, quand même, de temps en temps, vous n'allez pas un petit peu loin en péchant par ce qu'on appellerait de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire cette capacité, cette faculté à se mettre à regarder tout du point de vue de l'homme? D'abord, nous fonctionnons par les émotions à plus de 90%. Ça, nous le savons, c'est dit dans les textes scientifiques, et on pense que des êtres qui n'ont pas d'émotion ne sont pas comme nous. Mais bon, prenez cet exemple. Une maman arbre peut vraiment avoir un petit qu'elle nourrit par l'intermédiaire des racines. Et d'ailleurs, cela a été démontré par l'université de Vancouver. Et donc, il y a cette connexion entre l'arbre et son fils, en quelque sorte, et il lui envoie une solution sucrée par l'intermédiaire des racines. Donc en fait, elle l'allaite, clairement.
Et donc, l'allaitement, c'est quelque chose d'humain d'un côté. Mais bon, je ne pense pas que les lectrices et les lecteurs pensent que les arbres sont comme un sein les uns pour les autres. Donc oui, je demande une certaine confiance de la part du lecteur, mais bon, quand même, je veux établir ce parallèle entre hommes et arbres. Voilà, donc les mamans arbres allaitent. Est-ce que les arbres sont sensibles à la douleur ? Quand nous nous amusons à gratter une écorce, à mettre un petit coup comme ça, on se dit « Oh, c'est un arbre ». Que faisons-nous ? Oui, alors, les arbres ressentent la douleur. Je ne sais pas si ça se ressent de la même manière que chez vous ou chez moi, et je ne sais d'ailleurs même pas comment vous ressentez la douleur quand on y pense. Mais il y a bien des signaux électriques, il y a bien une réaction de défense lorsque l'arbre est attaqué, et ça a été prouvé par une recherche de l'université de Leipzig, et d'ailleurs, un arbre se rend compte quand on lui coupe une branche. Et il sait, en fait, la différence entre la morsure d'un cerf, par exemple, et un sécateur. Et quand c'est comme ça, il envoie des substances vénéneuses dans ses feuilles pour chasser les animaux. Donc en fait, un arbre a conscience de son environnement, il sait ce qui se passe autour de lui. Jean-Luc Coatalem. Oui, moi j'étais très troublé par ce livre et quand je le lisais la semaine dernière, je descendais l'avenue Ledru-Rollin, ils étaient en train de couper un platane. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que je détournais la tête en me disant peut-être que cet arbre est en train de souffrir. Mais est-ce qu'à terme, comme il y a déjà un droit des animaux avec une législation pour éviter la souffrance des animaux, est-ce que vous pensez que d'ici un siècle, il y aura un droit des arbres juridique? Vous en parlez dans le livre. Et vous en parlez déjà un petit peu. Ça existe déjà en Suisse, figurez-vous. Il y a déjà un droit des végétaux dans la Constitution suisse, et je pense que c'est quelque chose de tout à fait judicieux. Si j'ai bien compris la question, on se demande, si les arbres sont des êtres doués de sensibilité, qu'est-ce qu'on peut encore manger? Ou ça vaut pour tous les végétaux. Quand on mange un croissant, on se dit, ça a été fait à partir de céréales. Et donc, en fait, ce sont des embryons de blé que l'on a fauchés pour faire du croissant. Vous vous rendez compte? Et donc, chacun doit savoir cela. Cela ne veut pas dire qu'on va tous se mettre à faire de la photosynthèse. Mais dans tous les cas, il faut être plus précautionneux avec la nature. Mais alors, si, Peter Walleben, si les arbres ont une mémoire, où est-ce qu'ils la stockent, cette mémoire ? Ça, on ne le sait pas. La recherche n'en est qu'à un stade embryonnaire là-dessus. Mais on ne sait pas non plus comment ils font pour transporter l'eau de nappe phréatique vers la surface. Il y a beaucoup de suggestions, mais qui ne sont pas toujours justes. Il y a cette idée de la transpiration. On pense que l'eau est en fait attirée vers le bas, et c'est une transpiration. Mais en fait, on pense qu'il y a également une sauvegarde de la mémoire qui se fait au niveau de l'arbre. Et on ne sait pas exactement comment, il y a beaucoup d'hypothèses, on ne sait pas où se trouve cette mémoire, où se trouve le disque dur, pour ainsi dire. Mais en fin de compte, jusqu'ici, on a vu les arbres que comme des pierres recouvertes de mousse, donc c'est déjà mieux. Et les arbres, évidemment, sont sans doute j'allais dire les choses, surtout plus, les êtres les plus littéraires, les forêts des contes de Grimm ou des contes médiévaux, Brocéliande que vous évoquiez, cette forêt où décide de mourir Victor Ségalen. Est-ce que les arbres sont conscients de ce que les écrivains ont fait pour eux? Non, je ne pense pas. Mais je pense qu'on ne va jamais comprendre les arbres parce qu'ils sont si lents. Ces signaux électriques, ils voyagent à une vitesse de 1 cm par seconde. Moi, je fais 1,98 m, mais il n'y a que 2 millisecondes quand je ressens quelque chose dans mon pied pour que ça arrive jusqu'à mon cerveau. Les arbres sont donc très lents et c'est ce que je dis toujours à ceux qui parlent aux arbres et demandent une réponse. Il faut sans doute attendre des heures, si ce n'est des jours. Et peut-être que là, il va quand même rien se passer. On peut quand même continuer à parler aux arbres. Et qu'est-ce que vous pensez des écrivains qui enlacent les arbres? Vous vous souvenez, Sylvain, de Jim Harrison? Il prenait les arbres comme ça, il les embrassait, puis il restait contre les arbres. Alors, c'est très sympa. Moi, je ne le fais pas personnellement, mais bon. Les gens qui enlacent les arbres, non, en fait, ce ne sont pas comme leur mère non plus, quoi.
La vie secrète des arbres, vous allez apprendre énormément de choses et je crois bien que c'est un livre d'écrivain et pas seulement un livre de scientifique et de forestier. C'est publié aux éditions Les Arènes. Il y a le même livre illustré, alors ça c'est très très beau parce qu'on peut comprendre de manière beaucoup plus claire ce que nous ignorons. Puis il y a même une version chez Michel Lafon pour les enfants, écoute les arbres parler, voilà, pour initier à la forêt. Alors s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas besoin d'être initié à la forêt, c'est vous, Paolo Rumiz. Vous êtes l'un des plus grands écrivains italiens, originaire de Trieste, l'un des maîtres du récit de voyage, journaliste. Vous avez couvert quelques guerres, notamment en ex-Yougoslavie. On vous doit des livres passionnants sur l'Europe. Le meilleur moyen de la comprendre, cette Europe, c'est pas d'en parler, c'est d'aller la voir, c'est de l'arpenter. Et vous nous offrez aujourd'hui donc cette légende des montagnes qui naviguent. Récit publié aux éditions Artaud, 8000 kilomètres à travers les montagnes des Alpes et les Apennins, dont on ne parle pas assez, à pied, à vélo, en topolino, très loin des chemins touristiques et donc en zigzag. Ça va beaucoup vous plaire, ça, Sylvain Tesson, le coup du zigzag. Qu'est-ce qui vous a poussé, Paolo Rumiz, à entreprendre un voyage pareil? Avant de commencer, je voudrais dire quelque chose à M. Peter Wolleben, parce qu'il a touché une situation sur la forêt qui m'intéressait beaucoup. Je peux lui faire un cadeau, lui raconter une histoire qui est dans mon livre. Ah, celle du violoncelle? C'est l'histoire du violoncelle. Ah, oui. Extraordinaire. Oui. Il y a un grand maître de violoncelle italien qui s'appelle Mario Brunello, qui un jour, un soir, près du feu, en buvant du bon vin rouge, a commencé à penser pourquoi faut-il couper les arbres pour savoir s'ils sont acoustiques ou non pour faire des violons. Et alors on a décidé d'aller un jour d'hiver dans la forêt dont les bois étaient les mêmes avec lesquels on avait fait son violoncelle. Alors on a dit, bon, on va jouer ces violoncelles dans cette forêt pour voir si les arbres réagissent, s'ils reconnaissent leurs ancêtres. Et la forêt a réagi. Ça a été incroyable. La forêt entière, pas seulement le pin solitaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire réagir? Alors, on avait un technicien du son avec nous qui mesurait la réaction des arbres. Mais le moment plus émotionnant, ça a été quand le maestro a appuyé son dos sur deux arbres jumeaux. Il a planté son instrument dans les racines, il a commencé à jouer et le son remontait les deux arbres, passait à travers son dos et faisait sonner tous les autres arbres. Incroyable. Donc, on a fait un expériment. Peut-être vous pouvez contrôler tout ça avec votre expérience scientifique. Voilà. Je ne connaissais pas, mais merci d'avoir partagé ça. Alors, autant que je sache, pour moi, les arbres entendent l'eau qui s'écoule dans le sol. Ça a été démontré par l'université de Perth en Australie. Mais ce que vous dites est beaucoup plus poétique. L'onde sonore du violoncelle, c'est encore mieux que l'eau, donc merci vraiment d'avoir raconté ça. Alors il y a plein d'histoires de ce genre dans ce livre et c'est ce qui en fait, je trouve, toute la saveur. C'est-à-dire que c'est pas seulement un récit de voyage. Vous parliez, Simone Berthière, tout à l'heure des gens. Paolo Rumiz va chez des gens qu'on ne rencontrerait nulle part ailleurs, dont on n'imagine même pas d'ailleurs qu'ils puissent encore continuer à vivre comme cela. Vous employez à un moment d'ailleurs pour parler de ces gens, de ces histoires que vous collectez, le terme de résistance. Ce sont des résistants, ceux qui continuent de vivre loin de tout, dans ces Apennins, c'est-à-dire cette zone-là qui est, vous allez nous la situer beaucoup mieux que moi, mais dans les montagnes au-dessus de Nice, du côté français, et puis qui descend comme ça vers l'Italie. Oui, mon impression, c'est que la montagne, aujourd'hui, c'est un lieu de résistance à la globalisation. J'ai vu tout ça dans les Alpes, que je connaissais déjà. Je dois dire que je suis un homme du Nord, donc j'avais une certaine familiarité avec les Alpes. Mais le continent inconnu, pour moi, c'était les Apennins. J'étais fatigué de voler sur les Apennins sans reconnaître aucune montagne. Donc un jour, je me suis dit, il faut que je les explore.
il faut que je marche, il faut que je rencontre des gens. Et ça a été une découverte incroyable de trouver un lieu qui est au milieu de la Méditerranée, que les Italiens ne connaissent pas, un endroit qui est au centre de la Méditerranée, mais en même temps est entendu comme périphérique. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai trouvé une dimension de la montagne qui n'existe plus dans les Alpes. Que cherchez-vous ? Une montagne ancienne. Que cherchez-vous, vous, Paolo Rumiz, quand vous partez en voyage, à pied, à travers les Alpes, quand vous faites comme ça 8000 km, 6 nations parcourues? C'est pas la boulimie de kilomètres, c'est le désir de trouver des gens. Je pense que le voyage, c'est pas seulement les paysages, c'est pas seulement la photographie des lieux. C'est aussi la rencontre des gens qui te mettent en discussion, à travers lesquels tu te retrouves. Donc, je fais vraiment de rencontres formidables, de gens qui n'existent pas ailleurs. Où l'irrationnel est très présent, où le monde païen ressurgit. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé des moments dans ces montagnes qui sont vraiment archaïques, très loin de la ville, de l'histoire des villes, de la dimension des villes. Jean-Luc Coëtalem. Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il a deux qualités majeures. La première, c'est le temps. J'ai l'impression de sentir le temps. C'est un éloge de la lenteur. C'est un éloge de la lenteur, un éloge de la distraction au sens fort du terme. Et le temps est là. Et il y a aussi tout aussi un vocabulaire des mots, des noms, des lieux italiens, et ça sonne toujours à l'oreille. Mais il y a aussi ça, c'est un voyage aussi dans le vocabulaire et dans le temps. Et j'ai retrouvé, moi qui suis un fan de Nicolas Bouvier, effectivement cette tessiture où le voyage se prend sa forme peu à peu et on voyage très bien avec vous. Mais alors, il y a une chose incroyable, parce que là, je me suis dit, non, c'est pas possible, il invente. Vous réussissez, vous vous dites, je ne pars pas en voiture. Sauf qu'à un moment, vous découvrez une Fiat Topolino. Savez-vous, vous qui nous regardez, ce qu'est une Fiat Topolino dans la mythologie littéraire? Oui, bien sûr, c'était la voiture à bord de laquelle Nicolas Bouvier s'était embarqué pour partir jusqu'en Afghanistan. Et puis, comme vous le savez, eh bien, il ira un peu moins loin. Mais quel livre, L'usage du monde, qu'il rapporte, que vous avez d'ailleurs. Vous les oui, tout à fait, avec les dessins de Thierry Vernet, qui était son compagnon de route. C'est pas possible, il n'y avait pas vraiment une Topolino. Vous l'inventez. Personne ne me croit. Je ne connaissais pas Bouvier avant de faire ce choix. Non, j'ai choisi de prendre Topolino parce que c'était une voiture italienne. Et j'avais besoin d'un moyen de transport qui évoquait la montagne ancienne et le territoire que j'allais traverser. Donc, ça excluait le sidecar biélorusse. Le choix du moyen de transport est très important parce qu'avec ce moyen de transport, vous sélectionnez les gens que vous rencontrez. J'avais pas besoin de chercher les gens parce que les gens venaient voir mon Topolino, me posaient des questions et en me posant des questions, me donnaient des informations. Donc, c'était vraiment quelque chose qui rendait plus facile mon rencontre avec les autres. On pourrait choisir beaucoup d'exemples. Une explication de titre, s'il vous plaît. La légende des montagnes qui naviguent. Qu'est-ce que c'est que ces montagnes qui naviguent? Oui, parce qu'au début de l'histoire, je navigue dans les îles de la Dalmatie. Je réalise tout à coup que les îles ne sont rien que de montagnes couvertes d'eau. Et donc, les îles de la Dalmatie, c'est comme une élévation des îles qui deviennent montagnes et commencent à faire le grand tour des Alpes pour devenir Apennins. Et dans mon traversée des Alpes et surtout des Apennins, j'ai trouvé ce dynamisme, ce mouvement des Alpes face à la mer. Les Apennins sont entre trois mers. C'est le seul endroit d'Europe où le berger, par exemple, a à disposition 3 mers pour descendre dans les quartiers d'hiver, pour porter ses bétails pour le pâturage d'hiver. Donc c'est quelque chose d'absolument unique, ce qui a fait la fortune de l'Italie.
La légende des montagnes qui naviguent, c'est publié aux éditions Artaud, c'est traduit de l'italien par Béatrice Vierne. Voilà, sous la signature de Paolo Rumiz. Allez-y, vous allez découvrir ensuite un grand écrivain voyageur avec un style et un ton assez inimitable. Et surtout, cette capacité comme ça. Au début, on se dit qu'il n'y a que des digressions, et pas du tout. Tout est tenu et se relie, et c'est ça qui est épatant. On découvre des choses aussi. Tiens, page 122, par exemple, je pensais à vous, Sylvain Tesson, parce que Paolo Rumiz nous fait découvrir l'origine de la fête de la bière en Bavière. Vous connaissez, vous? Non. Pas du tout. Ah, la fête de la bière, oui, mais pas son origine. Non, ce que je connaissais, si je puis dire un mot, c'est le rapport des Italiens à l'alpinisme pur, Emilio Comici, Riccardo Cassin, tous ces grands figures de l'alpinisme, Buzzati aussi. Et ce que je suis très heureux d'entendre dans la bouche de Paolo Rumiz, dont je connaissais les précédents récits, c'est de voir cet usage de la montagne comme un lieu du refuge contre le décroissement du divers. Voilà. Alors, si ces Galènes revenaient, ils seraient tout à fait effarés par ce qui est en train de devenir la progression de la civilisation du même. Mais il reste les montagnes. Je ne suis pas en train d'essayer de tirer des analogies entre les uns et les autres, mais enfin, tout de même, là, il y en a une. C'est la patrie des réfusniques, la montagne, et il le montre bien. Mais tu sais que un des grands derniers textes de Victor Ségalen s'appelle Tibet, et c'est une ode à la montagne inaccessible. Alors Sylvain, je vous propose pour clore cette émission autour du voyage un exercice, un tout petit exercice littéraire, mais littéraire à la manière d'un de ces écrivains que nous aimons beaucoup, Georges Perec, et ça s'appelle « Je me souviens ». Pour se souvenir, nous nous dirigeons vers ce piano et ce pianiste, Richard Lornac. Bonsoir, mon cher Richard. Bonsoir. Alors, Richard, pour plonger dans les souvenirs de Sylvain Tesson, quelle musique avez-vous choisi? Ah, voilà, je me souviens, Sylvain Tesson. Je me souviens du 20 août 2014. Oui, enfin, je m'en souviens pas trop. Je préfère pas m'en souvenir. Oui, c'est un mauvais souvenir. L'un des pires de ma vie, d'ailleurs. C'est quoi, vous faites référence à ce jour où je suis tombé d'une fenêtre et voilà, ça m'a valu une longue rééducation. J'avais trop bu et ma gueule de bois a duré 2 ans. Je me souviens que j'avais dit « j'arrête ». Ah oui, ça, je me souviens jamais du jour où j'ai dit j'arrête. Précisément, quand on dit j'arrête, on devrait s'en souvenir, et comme on ne s'en souvient jamais, on est obligé de leur dire. Je me souviens que je l'ai beaucoup répété. Je me souviens de ce que j'ai vu quand j'étais dans le coma. Non, rien. J'aurais aimé. Alors, je fais une déclaration à l'Académie des sciences, il n'y a pas 70 vierges à l'autre bout du tunnel. Arrêtez de le croire. Je me souviens, Sylvain Tesson, avoir contracté la maladie de la pendule, comme je l'appelle. Oui, j'aime bien cette idée que la vie est une oscillation. On fuit quelque chose, on va chercher quelque chose, ça s'appelle le voyage. Peut-être ai-je trop vu, quand j'étais petit, le battant d'une très vieille pendule de grand-mère qui était chez moi, et je me suis dit, je voudrais plus tard être une pendule et osciller. Je me souviens du jour où j'ai décidé de foutre le camp à vie. C'est probablement le jour où je suis monté sur une bicyclette et j'ai fait mon premier bivouac, pas très exotique, puisque c'était dans les premières forêts, ça devait être la forêt de Melun, au sud de la banlieue parisienne. Et je me suis dit que c'était pas mal comme vie. On allait où on voulait et puis on dormait dans les bois et le lendemain on repartait. C'était vivable. À quel âge? Ça devait être 15 ans. Et depuis, on m'a jamais revu. Je me souviens du plus bel endroit du monde. Pour moi, le plus bel endroit du monde, ce sont les lacs gelés de la Haute-Asie, de l'Asie centrale. Que ce soit le lac Rovsgol en Mongolie ou le lac Baïkal en Sibérie. Je me souviens qu'être écrivain, c'est inventer des mots. Par exemple, celui-ci, stégophilie. Oui, alors en réalité, je ne l'ai pas tout à fait inventé, parce que c'est plutôt trouver des mots et les exhumer alors qu'ils dorment dans des strates un peu inconnues. C'est un mot qu'un alpiniste qui s'appelle Sylvain Jouty avait forgé, c'est plus ou moins un néologisme. Ça veut dire aimer, vivre, se déplacer et grimper sur le toit des maisons, des cathédrales et des immeubles. Eh bien voilà, on va aimer, on va grimper, on va continuer à aller partout où
où justement la vie nous appelle, et le faire avec des livres, l'écriture comme étant le moyen de bien comprendre à quoi sert l'aventure. Merci à celles et à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous d'y avoir participé. Je rappelle que tous les livres dont nous avons parlé sont à retrouver sur le site de l'émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et on termine en musique. Tiens, une petite musique qui rappellerait l'aventure à Sylvain Tesson, Richard Lornac.